La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Pour 10 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, adopter une tarification qui permette de faire sortir de la précarité énergétique 8 millions de Français est un engagement fort du Président de la République. Du fait de la crise, les difficultés rencontrées par nos concitoyens s'étendent chaque jour davantage et cet engagement doit également être le nôtre. Le texte propose d'appliquer à l'énergie, électricité et gaz dans un premier temps, nous avons bien compris, après pour le fioul, le GPL et les bois de chauffage à l'avenir, un système que certaines collectivités territoriales expérimentent depuis 2010 dans le domaine de l'eau. C'est le cas à Libourne, par exemple, où la collectivité distingue pour la consommation des ménages l'eau vitale, pour l'eau utile et l'eau de confort. Et les 15 premiers mètres cubes d'eau consommés sont quasiment gratuits, 10 centimes d'euros le mètre cube, alors que la tranche eau de confort est à 75 centimes. Les enjeux sociaux et environnementaux portés par ce texte sont incontestables. Le groupe 2RDP rejoint donc cette proposition, mais il souhaite néanmoins, au cours de cette discussion générale, pointer un certain nombre de questions, même si nous avons bien compris que ce texte est le premier acte d'une mobilisation générale et nous espérons que les débats nous éclaireront sur les questions que nous vous posons. Ainsi, il nous est expliqué que le prix de l'énergie sera donc modulé non seulement en fonction de la consommation, mais aussi en fonction de la composition du ménage, de son profil social et de la zone géographique. Très bien. Mais c'est d'abord cette question de saisonnage qui suscite, au sein du groupe, quelques interrogations. Nous aimerions davantage de précisions sur la définition de ces zones. En effet, comment prendre en compte équitablement les particularités géographiques entre le nord et le sud, la montagne et la plaine? Des disparités existent aussi à l'intérieur d'un même département, en fonction de la topographie et des formes de l'urbanisation entre des zones d'habitat resserrées ou dispersées. En même temps, si les besoins de chauffage ne sont évidemment pas les mêmes dans toutes les régions, certaines, à l'opposé, nécessitent durant une partie de l'année la mise en place de systèmes de climatisation. Je pense notamment à celles où la chaleur peut devenir insupportable pour les personnes âgées et les plus fragiles. Et là, une climatisation de confort se justifie. Or, la tarification progressive sera-t-elle réellement en mesure de tenir compte de toutes ces disparités géographiques? Le cas particulier des zones où l'on chauffe beaucoup et toute l'année reste à traiter. Nous avons déposé un amendement en ce sens pour que les zones de montagne ne soient pas éventuellement pénalisées. Il en va de même pour d'autres cas spécifiques, comme celui des régions ultramarines, où la consommation d'énergie est structurée différemment. Le chauffage, notamment électrique, y est peu utilisé, tout comme le gaz de ville. Par exemple, nous voyons bien qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'a rien envié aux zones de montagne, ma collègue Annie Girardin pourrait en témoigner. Je prendrai encore un autre exemple concret de terrain qui m'a été posé par le cas de mon collègue Joël Giraud, maire d'Argentière-la-Bessée. Une famille avec 3 enfants, logée dans un immeuble ancien de l'office de HLM, chauffé à l'électricité et non isolé, avec une allocation logement de 150 € par mois. Les charges liées à l'immeuble sont considérables car ce logement en montagne, là où le chauffage s'arrête seulement 2 mois par an, mais il s'y ajoute des charges spécifiques comme le déneigement qui élargit ce poste. Nous espérons que de telles situations, déjà iniques en tant que telles, ne seront pas aggravées par le malus. Par ailleurs, nous sommes interpellés également sur la lourdeur des sanctions prévues à l'article L230-12, 50 000 € et 6 mois d'emprisonnement. Madame la ministre, si la règle que vous avez vous-même expliquée en ces termes, plus on consomme, plus on paye, est appliquée, les habitants des logements mal isolés ne risquent-ils pas de voir ainsi leurs factures s'envoler? Certes, pour parer à ce danger, les critères d'éligibilité aux tarifs
sociaux seront élargis. Et nous nous en félicitons. C'est une excellente chose. Mais vous nous expliquez que la tarification progressive permettra de mieux identifier ceux qui ont besoin d'être accompagnés pour rénover leur logement. Mais ne serait-il pas nécessaire de prendre rapidement des mesures pour l'amélioration des performances énergétiques de l'habitat? Le plan de rénovation thermique que vous nous avez annoncé est très attendu et nous ne manquerons pas d'y porter toute notre attention. Nous souhaitons aussi encourager les ménages à investir, ça a été rappelé précédemment, dans des systèmes de production d'énergie renouvelable. Et c'est le sens des amendements que nous avons également déposés. À travers cette intervention, je souhaitais insister sur la diversité des situations rencontrées sur nos territoires. Il est évident que nous devons tenir compte de la taille des ménages, vous le faites, ce qui est prévu, mais aussi des surfaces des habitations ou encore des sources d'énergie utilisées qui peuvent être doubles pour certains foyers, vous le faites encore. Nous savons bien aussi que les locataires, n'étant pas responsables de la mauvaise isolation de leur logement, ne doivent pas être pénalisés par la tarification progressive. De ce fait, les propriétaires devraient être incités à mieux isoler les logements qu'ils louent. En ce sens, ce texte prévoit que les locataires pourront déduire du loyer la part du bonus-malus due à la mauvaise isolation du logement. Cependant, à l'heure actuelle, beaucoup d'entre eux sont dans une situation de précarité et de vulnérabilité sociale qui nous fait penser qu'il leur sera difficile d'aller déposer des recours contre leurs propriétaires. On peut imaginer pourquoi. C'est pourquoi nous pensons préférable qu'un principe bonus-malus basé non pas sur une situation de consommation de référence, mais sur son évolution réelle, aurait été plus simple à mettre en œuvre et à comprendre, et surtout, elle nous apparaîtrait socialement plus juste. Ainsi, dès que vous consommez moins, quel que soit le niveau initial, vous payerez moins. Un système simple et les gains seraient répartis entre propriétaires et locataires. Cela permettrait une incitation forte à la rénovation de l'ancien, qui est toujours ma préoccupation. Avec la loi discutée, dans cette optique, un propriétaire de la classe moyenne qui achetait un vieux pavillon pourrait espérer toucher du bonus à chaque petite amélioration de son habitat. Avec la loi discutée, il lui faudra une décennie de rénovation pour arrêter de payer ses malus. C'est pourquoi, au-delà de la démarche du pollueur-payeur, souvent morale, souvent annoncée, mais aussi peu appliquée, nous préférerions une pédagogie qui permettrait aux locataires et aux propriétaires de s'inscrire dans une démarche du gagnant-gagnant. Aux uns comme aux autres, nous ne devons jamais cesser de rappeler que l'énergie qui coûte le moins, c'est celle qu'on ne consomme pas. Nous comprenons bien le dilemme de l'écriture d'une telle loi et nous saluons le courage pour s'engager dans cette perspective. Une loi de portée générale pour un ensemble de situations toutes particulières. C'est pourquoi le dispositif juridique et technique proposé pour créer une tarification progressive de l'énergie se caractérise assurément par sa complexité. Et pourtant, une certaine attention a donc été portée à la définition de critères pour aller vers plus de justice entre les citoyens dans la tarification de l'énergie. Or, il existe une multitude de conditions et de points sur lesquels des ajustements doivent être faits en fonction des situations particulières de chacun. Ainsi, la loi prend-elle réellement en compte les besoins en énergie que pour les consommateurs qui consomment d'une manière importante et de l'énergie qui est pour eux irréductible? Je pense aux malades, je pense aux personnes âgées qui utilisent des équipements médicaux à domicile, souvent gourmands en électricité. Et puis nous constatons que dans un premier temps, seuls les ménages seront concernés par cette loi. Ni les entreprises, ni les collectivités ne seront touchées. Elles sont pourtant de grandes consommatrices d'énergie. Vous nous avez rappelé, Madame la Ministre, les propos du Président de la République et du Premier ministre qui, lors de la conférence environnementale, souhaitaient faire de la France la nation de l'excellence environnementale. L'effort en faveur de la protection de notre environnement et des économies d'énergie devrait donc être général, parce que nous savons que la frugalité énergétique est le premier élément de la mutation de la transition énergétique. Une tarification progressive avec des critères spécifiques aux besoins des entreprises et des collectivités pourrait, elle aussi, être mise en œuvre. Ce que nous pouvons imposer aux ménages, nous pouvons l'appliquer aux autres acteurs. Nous espérons que là, ce sera le deuxième acte
Et ce sera bien la nation qui agira unie dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au-delà de ces remarques de fond et de forme, le groupe de RDP exprime sa satisfaction de voir un texte qui permet à la fois de lutter contre la précarité énergétique et qui s'inscrit dans des perspectives environnementales. Mais je me permettrai encore une fois, pour conclure, de faire référence à Jean de La Fontaine. Vous savez tous maintenant que célèbre fabuliste né à Château-Thierry, qui nous rappelle dans la fable « Le renard et les poulets d'Inde » que le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe. Je sais que ce n'est pas le risque que vous prenez, parce que vous allez, monsieur le rapporteur, madame les ministres, tout mettre en œuvre pour que cette loi soit la plus simple, la plus efficiente et la plus juste possible. Merci, monsieur le député.